Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par le cabinet Accence Avocat. Je suis Agathe Vitour, je suis avocate et docteur en droit public et j'interviens au sein du cabinet depuis bientôt 6 ans. Avant de commencer ce webinaire, quelques mots sur notre cabinet. Le cabinet Accence Avocat a la particularité d'intervenir auprès d'une clientèle essentiellement constituée de gestionnaires, d'établissements et de services à caractère social et médico-social. Afin d'apporter une réponse globale aux gestionnaires, le cabinet s'est organisé autour de différents pôles. Un pôle droit des affaires qui accompagne les gestionnaires en droit des contrats, gestion de l'immobilier et du patrimoine. Un pôle droit social qui intervient en conseil et en contentieux sur les relations individuelles et collectives au travail et qui maîtrise les conventions collectives applicables au secteur. Un pôle numérique créé en 2018 et qui accompagne aujourd'hui un peu plus de 250 établissements dans la mise en conformité au RGPD. Enfin, le cabinet comprend un pôle droit public au sein duquel j'interviens en conseil et en contentieux sur les questions liées au régime juridique applicable aux établissements et aux services, à l'appui à la contractualisation dans le cadre des CEPOM, sur le volet droit des usagers et également dans le contentieux dans la mise en œuvre des sanctions infligées par l'administration. La raison qui nous a poussé aujourd'hui à vous proposer un webinaire sur le thème appel à projet et appel à manifestation d'intérêt s'explique par le fait que le cabinet est de plus en plus sollicité ces dernières années pour accompagner des gestionnaires dans les réponses à apporter dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt. Dans ces conditions, le cabinet accompagne les gestionnaires dans la construction du dossier de candidature et dans la stratégie à définir et sur la faisabilité juridique des projets. Les nombreuses questions qui ont émergé lors de l'accompagnement de ces différentes structures nous poussent aujourd'hui à vous proposer ce webinaire en espérant qu'il pourra répondre au mieux à vos interrogations. Sur une période très récente, nous avons vu de nombreux appels à manifestation intérêt être publiés sur les sites des différentes administrations. Aujourd'hui, les appels à projets et les AMI s'instaurent comme de nouveaux leviers incontournables pour le développement de vos structures. La première partie de ce webinaire sera donc consacrée à l'identification de ces outils, à leurs différences et à leur finalité. Je ne peux présenter l'appel à projet sans définir au préalable ce qu'est l'autorisation. Les gestionnaires d'établissements et de services à caractère social et médico-social ne peuvent aujourd'hui en France créer un établissement ou un service sans être au préalable autorisés. Cette autorisation prend la forme d'un arrêté. Cette autorisation est obligatoire quelle que soit la nature du gestionnaire, public, privé, à but lucratif, à but non lucratif. Cette autorisation est obligatoire même si le projet ne recourt pas à des financements publics. Pour comprendre cette nécessité préalable d'avoir une autorisation, il faut se référer à la philosophie qui est celle poursuivie par l'autorisation, à savoir la protection des publics vulnérables. En effet, quel que soit le public pris en charge par les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, le fil conducteur, le point commun de toutes vos structures, c'est elles prennent en charge des publics vulnérables. C'est donc pour s'assurer des conditions matérielles et humaines de prise en charge que l'administration se doit de délivrer au préalable une autorisation. Ces dernières années, les conditions de délivrance de cette autorisation ont profondément été transformées. En effet, on est parti de la loi de 75 qui donnait une totale initiative au terrain, une totale initiative aux porteurs de projets, aux professionnels, pour porter à la connaissance des personnes publiques des besoins qu'ils avaient identifiés sur le terrain, des carences, et venaient solliciter auprès de l'administration une autorisation et un financement public. La logique ascendante a été préservée avec l'intervention de la loi 2002, mais elle a dû se coupler avec les nouveaux outils de programmation de l'offre médico-sociale et les demandes et les sollicitations d'autorisation devaient s'inscrire dans le cadre de fenêtres préalablement définies par la personne publique. Enfin, en 2009, la loi du 21 juillet 2009, la loi HPST, Hôpital Santé Patient Territoire, également appelée plus communément la loi Bachelot, a profondément inversé la tendance en laissant l'initiative
de la délivrance de l'autorisation uniquement aux personnes publiques. Ce sont désormais les personnes publiques qui identifient les besoins sur les territoires en s'appuyant sur les outils de planification et qui sont à l'initiative de procédures d'appel à projet conduisant à la délivrance d'autorisation. Cette procédure d'appel à projet consiste pour la personne publique à publier un avis d'appel à projet auquel est annexé un cahier des charges dans lequel elle identifie un besoin à satisfaire. Les gestionnaires sont mis en concurrence et proposent des dossiers de candidature. Une instruction est réalisée pour évaluer la recevabilité des projets, puis une commission de sélection d'appel à projet apprécie la valeur et la qualité des différents projets et rend un avis. Mais cet avis ne lie pas l'administration qui demeure libre de choisir le gestionnaire apte à obtenir cette autorisation. C'est donc un profond changement des pratiques qui s'est imposé aux gestionnaires du secteur social et médico-social qui fait passer une logique purement ascendante vers une logique aujourd'hui descendante. Donc aujourd'hui, sont uniquement délivrés à l'issue d'une procédure d'appel à projet les d'autorisation qui portent sur des projets qui recourent à un financement public d'une part, et d'autre part, qui portent sur la création, l'extension ou la transformation d'un ESMS. Sont soumis à la procédure d'appel à projet les projets qui portent sur des extensions importantes, c'est-à-dire qui portent sur une extension de plus de 30% de la capacité autorisée. Sont soumis également à la procédure d'appel à projet les projets de transformation qui conduisent à un changement de la catégorie de rattachement de l'ESMS. Autrement dit, si vous voulez transformer votre IME en EHPAD, il y a la transformation qui conduit à un changement de catégorie d'un ESMS. L'autorisation ne pourra être donc délivrée qu'à l'issue d'un appel à projet. En revanche, si votre transformation porte sur l'évolution d'une maison d'accueil spécialisée en foyer d'accueil médicalisé, vous n'avez pas là un projet de transformation qui conduit à un changement de catégorie de rattachement de l'ESMS, et donc ce projet-là ne sera pas soumis à la procédure d'appel à projet préalable. On a donc un nombre de cas très important où l'autorisation ne peut être délivrée qu'à l'issue d'un appel à projet. C'est donc un élément quelque peu bloquant pour les gestionnaires dans la mise en œuvre de leur projet, puisqu'ils doivent attendre l'intervention d'un appel à projet pour espérer candidater et voir leur projet se réaliser. Sur une période plus récente, des appels à manifestation d'intérêt ont été publiés par les personnes publiques et notamment les ARS. Dans le domaine social et médico-social, on identifie deux principaux cas de recours aux appels à manifestation d'intérêt. La première famille d'AMI vise l'octroi de financement public. La deuxième grande famille qu'on peut identifier d'AMI, c'est la recherche d'un nouveau gestionnaire en cas de transfert d'autorisation. Alors, sur ce point-là, on a deux sous-familles. On a l'hypothèse d'un gestionnaire d'un établissement qui souhaite arrêter la gestion de sa propre initiative et qui lance, souvent à l'appui de l'ARS ou de sa autorité de contrôle, un appel à manifestation d'intérêt pour proposer des candidatures et trouver le gestionnaire idoine. On a également le cas de l'AMI lancé à l'initiative de l'administration lorsque le gestionnaire se voit transférer son autorisation de manière contrainte par l'administration suite à des mesures de contrôle et d'administration provisoire. On peut noter que sur une période très récente, le transfert d'ESMS géré par des personnes publiques se fait de manière quasiment automatique aujourd'hui par la voie de l'appel à manifestation d'intérêt. Alors, qu'est-ce que l'appel à manifestation d'intérêt que l'on voit pousser comme un champignon sur l'ensemble des sites des différentes ARS? Eh bien, l'appel à manifestation d'intérêt, aujourd'hui, c'est un objet juridique non identifié. Il n'y a pas de cadre légal, pas de cadre réglementaire qui vienne donner une définition de cette AMI, qui viennent encadrer la procédure de passation, le contenu du cahier des charges, les critères de sélection ou encore les délais de réponse
offerts aux candidats. On a aujourd'hui une multitude de circulaires et d'instructions nationales qui poussent à procéder par voie d'AMI et qui définit un cahier des charges très sommaire, laissant au niveau local les ARS le soin d'adapter le cahier des charges et de mettre en œuvre la procédure. En l'absence de cadre juridique strict pour encadrer l'AMI, les personnes publiques doivent toutefois respecter un certain nombre de principes applicables en matière de règles de la concurrence, à savoir assurer une certaine publicité à l'AMI pour permettre à tous les gestionnaires de pouvoir candidater à cette AMI, assurer une équité de traitement des candidatures du début à la fin de la procédure, assurer une transparence tout au long de la procédure, et enfin, il est interdit de sélectionner un candidat sur la base d'un critère discriminant. Il est donc interdit de sélectionner un gestionnaire eu égard à sa nature. Il n'est pas, par exemple, possible de favoriser un gestionnaire parce qu'il est à but non lucratif ou parce qu'il est à but lucratif. Il est également interdit de sélectionner un gestionnaire sous prétexte qu'il est d'ores et déjà bien impliqué sur le territoire. La notion d'appel à manifestation d'intérêt, si elle est relativement récente sur le champ médico-social, cet outil est d'ores et déjà communément utilisé dans un très grand nombre de secteurs pour conduire à l'octroi de financement public. On trouve des AMI dans le secteur culturel, dans le secteur de la petite enfance, dans le secteur du développement durable, dans les projets de recherche au niveau des universités. L'AMI est, on va dire, un outil classique aujourd'hui pour tendre à l'octroi d'un financement public tout en mettant en concurrence les différents candidats. On peut cependant identifier deux grands fils conducteurs communs à ces AMI utilisés tant dans le champ médico-social que hors champ médico-social, à savoir que l'AMI est souvent utilisée lorsque le besoin identifié par la personne publique est techniquement complexe à mettre en œuvre, techniquement difficilement définissable par la personne publique seule. Il y a également un autre fil conducteur commun à l'ensemble de ces AMI, c'est satisfaire rapidement à un besoin identifié sur les territoires. La légèreté, la simplicité de la procédure telle que l'AMI permet effectivement une rapidité dans la mise en œuvre que l'on ne retrouve pas dans la commande publique, que l'on ne retrouve pas dans la procédure d'appel à projet qui nécessite un certain laps de temps de mise en œuvre et qui passe notamment par la sollicitation d'une commission de sélection d'appel à projet, qui est source évidemment de lourdeur et qui implique un laps de temps plus long pour sa mise en œuvre. On peut également retrouver la notion d'AMI dans le droit de la commande publique, dans des projets généralement très complexes à mettre en œuvre, des projets de grande ampleur, et je pense notamment à certains projets de rénovation urbaine de grande ampleur, où la notion d'appel à manifestation d'intérêt intervient à une phase de pré-candidature, où la personne publique annonce aux différentes entreprises qu'elle envisage de passer un marché public. Et donc, elle invite les entreprises à faire connaître leur intérêt pour ce marché public. Les entreprises pré-candidates, une phase de dialogue s'ouvre alors entre ces pré-candidats et l'administration, un dialogue généralement éminemment technique pour finaliser le cahier des charges, puis après cette phase d'appel à manifester son intérêt pour le projet, s'ouvre la phase classique du marché public. Pour résumer les différences que l'on peut relever entre un appel à projet et un appel à manifestation d'intérêt, s'affiche sur votre écran un petit tableau récapitulatif. Donc l'appel à projet, c'est une procédure strictement encadrée par le Code de l'action sociale et des familles, ce qui n'est pas le cas pour l'appel à manifestation d'intérêt. Un appel à projet débouche systématiquement sur la prise d'un arrêté, tandis qu'un appel à manifestation d'intérêt peut déboucher soit sur l'octroi d'un financement public, soit sur un arrêté transférant l'autorisation vers un nouveau gestionnaire. L'appel à projet fait l'objet d'un calendrier prévisionnel publié par les différentes personnes publiques.
Le calendrier prévisionnel, s'il ne contraint pas les personnes publiques à respecter l'ensemble des appels à projets envisagés, la publication est obligatoire. Dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, en revanche, aucun calendrier prévisionnel n'est pour le moment imposé par la loi. Dans le cadre d'un appel à projet, le contenu du cahier des charges est strictement encadré par le Code de l'action sociale et des familles, ce qui n'est, là encore, pas le cas de l'appel à manifestation d'intérêt. Dans le cadre d'un appel à projet, le recours est obligatoire à une commission de sélection d'appel à projet pour donner un avis sur les différentes candidatures reçues. Dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, il n'y a pas de commission imposée par les textes. Alors, il y a une donnée quantitative qui est intéressante à relever, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un recul du nombre d'appels à projets, tandis qu'on assiste à une explosion exponentielle du nombre d'appels à manifestation d'intérêt. Il est donc intéressant de se poser la question de cette raison de l'évolution de ces différents outils. On peut tout d'abord rappeler que dans le Code de l'action sociale et des familles, un nombre croissant de cas de dérogation au recours de l'appel à projet ont été introduites ces dernières années au fur et à mesure des différentes réformes. Les lieux de vie et d'accueil, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, les projets qui concernent des petits établissements inférieurs à 10 places sont exonérés aujourd'hui de la procédure d'appel à projet. On a également, suite à une expérimentation dans certains territoires qui a été généralisée par la suite, la possibilité de déroger à la procédure d'appel à projet pour des projets d'extension supérieurs à 30% de la capacité lorsque la personne publique identifie un intérêt local, un besoin local et une certaine urgence à satisfaire ce besoin. Et donc, mathématiquement, si les cas de dérogation au recours à l'appel à projet se multiplient, le nombre d'appels à projet diminue. Mais ce n'est pas la seule raison qui explique le recul aujourd'hui du nombre d'appels à projet. Plus profondément, il y a au niveau gouvernemental, au niveau national, dans les politiques publiques, une réelle volonté de restructurer l'offre en matière médico-sociale et de tendre à une meilleure coopération entre les acteurs, à une meilleure synergie entre acteurs d'ores et déjà présents sur le territoire et donc, par définition, d'ores et déjà autorisés. Ces impulsions au niveau national de débloquer des crédits pour financer des projets innovants visant une meilleure coopération entre acteurs fait que l'AMI est l'outil de prédilection. Il n'y a pas d'autorisation qui est délivrée à l'issue de ces AMI et donc on ne passe pas par la procédure d'appel à projet. Et d'ailleurs, lorsque l'on s'intéresse au cahier des charges des AMI, le pouvoir réglementaire est explicite à ce niveau. Il indique que le présent AMI ne débouchera pas sur une autorisation. Les projets qui seront financés seront adossés à des ESMS d'ores et déjà autorisés. Ils s'adosseront à des autorisations d'ores et déjà en place. Pour terminer sur cette première partie, je ferai un petit point sur la distinction entre AMI et appel à candidature. Il est vrai que de nombreux supports disponibles, notamment sur Internet, opèrent une distinction entre appel à candidature et AMI. Certaines distinctions sont notamment subordonnées au fait que l'appel à candidature déboucherait sur une convention, tandis que l'AMI ne déboucherait pas sur la réalisation, la passation d'une convention de financement. Pour moi, cette distinction n'a pas lieu d'être, du moins juridiquement, elle ne se justifie pas. Il n'y a aujourd'hui aucun texte qui définit l'appel à candidature. Il n'y a pas de texte non plus qui définit ce qu'est un AMI. Ce sont pour moi deux termes qui juridiquement sont synonymes. La passation d'une convention de financement ne se fait pas au prisme de la nature de la procédure mise en œuvre, mais eu égard à une obligation légale qui se fait au niveau du quantum du financement public octroyé. AMI et appel à candidature sont aujourd'hui juridiquement non définis et pour moi synonymes. D'ailleurs, il n'est pas inintéressant de regarder que sur le site internet de certaines ARS,
certains appels à manifestation d'intérêt ou appels à candidature utilisent indifféremment les deux termes dans un même cahier des charges. Donc, on a bien identifié ce qu'était un appel à projet, on a identifié ce qu'était un AMI. Aujourd'hui, dans cette seconde partie de ce webinaire, il s'agit maintenant de s'intéresser aux enjeux stratégiques qui entourent la réponse à la candidature à apporter à ces outils. Puisqu'aujourd'hui, les développements des projets des gestionnaires doivent forcément passer soit par un appel à projet, soit par un appel à manifestation d'intérêt dans la majorité des cas, il est essentiel aujourd'hui pour les gestionnaires de connaître ces appels à projet, de connaître ces appels à manifestation d'intérêt. Pour cela, il y a différents outils. Pour les appels à projet, un calendrier prévisionnel doit être publié par les personnes publiques. Il suffit donc de vous rendre sur les sites internet des différentes personnes publiques. Vous pouvez consulter le bulletin officiel du ministère des Affaires sociales. Vous pouvez également vous rendre sur les sites internet des ARS ou des conseils départementaux ou des préfectures. Vous trouverez le calendrier prévisionnel dans le recueil des actes administratifs. Il est intéressant de le consulter pour être au courant des appels à projets qui seront prochainement passés par vos autorités de contrôle et vos autorités de référence. Il est également important de noter que la loi offre aux gestionnaires la possibilité de formuler des remarques sur ces calendriers prévisionnels. Vous avez un délai de 2 mois pour formuler ces remarques à compter de la publication des calendriers prévisionnels. Alors, si l'administration n'est pas tenue de suivre vos remarques, il est à mon sens pas inutile d'en formuler, notamment lorsque vous êtes plusieurs gestionnaires à identifier la même carence, le même besoin sur le même territoire. Concernant les appels à manifestation d'intérêt, la difficulté tient pour vous à l'absence d'obligation légale de publier un calendrier prévisionnel, ce qui fait que pour vous, il est plus difficilement palpable, difficilement anticipable la publication d'un AMI par une personne publique aujourd'hui. On peut toutefois noter que de plus en plus d'ARS insèrent dans le calendrier prévisionnel des appels à projets leurs projets d'AMI qu'elles envisagent de passer dans l'année. Il est donc stratégique pour vous d'assurer d'ores et déjà une veille pour connaître l'existence des potentiels appels à manifestation d'intérêt que les personnes publiques envisagent de passer. Le délai pour présenter sa candidature est généralement très court. Il est donc intéressant pour vous d'organiser une veille pour vous tenir régulièrement informé et pour pouvoir anticiper sur le dépôt d'une éventuelle candidature. Une fois que vous avez identifié qu'un appel à projet est lancé par une personne publique ou qu'un appel à manifestation d'intérêt est lancé par une personne publique, il vous appartient en qualité de gestionnaire de vous organiser rapidement en interne. Ça signifie qu'il faut d'abord identifier en interne quel est l'organe compétent pour décider du dépôt de la candidature. Il faut alors se référer à vos statuts. Il faut également vous assurer en interne s'il y a des démarches à opérer, des organismes ou des instances à consulter. Une fois que la décision de déposer une candidature est actée en interne, il faut réfléchir à la rédaction du dossier de candidature. Faites attention, les délais pour répondre et pour proposer un dossier de candidature complet sont relativement contraints. Il faut donc s'organiser rapidement. Concernant la rédaction du dossier de candidature, je vous conseille d'ores et déjà de rassembler les documents qui vous seront systématiquement demandés. Je pense notamment à vos statuts. Veillez d'ailleurs à produire la dernière version de vos statuts, du règlement intérieur le cas échéant. Concernant le dossier de candidature, il est généralement systématiquement demandé une présentation de votre structure. Vous pouvez donc d'ores et déjà penser à la création d'une petite plaquette présentant votre structure, son histoire, les différents établissements et services qu'elle gère, les spécificités que vous avez su développer sur le territoire, les partenariats que vous avez su nouer. Le dossier de candidature ne doit pas être pensé à la légère. Vous devez être en mesure de proposer un projet qui est juridiquement possible.
C'est-à-dire que si vous envisagez des partenariats, si vous envisagez des mises à disposition, si vous envisagez l'achat d'un terrain, la construction d'un immeuble, vous devez vous assurer de la faisabilité du projet. Dans le cadre des dossiers de candidature, les candidats sont auditionnés systématiquement dans le cadre d'un appel à projet et peuvent être, mais c'est majoritairement le cas, auditionnés dans le cadre d'un AMI. Vous serez donc questionné sur la faisabilité du projet. Il est donc d'autant plus important de s'assurer, en prenant éventuellement conseil en amont auprès d'un avocat, pour vous assurer de la faisabilité juridique de votre projet. J'ai également quelques points de vigilance à vous formuler, notamment dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt qui concernent la reprise en gestion d'un établissement. Il n'est pas rare que le cahier des charges soit relativement succinct. Il vous faut donc rapidement vous rapprocher de la personne auteure de cette AMI pour avoir le maximum de renseignements. D'un point de vue patrimonial, il faut savoir que le transfert de l'autorisation ne s'accompagne pas automatiquement du transfert de l'immeuble, du transfert des biens. Vous devez donc savoir si la personne qui va céder la gestion de l'établissement entend également vous confier, vous transférer les locaux. Il faut donc s'assurer de savoir si la personne est propriétaire des locaux, si elle est locataire. Si elle est locataire, il s'agit de savoir qui est la personne propriétaire des biens pour pouvoir se rapprocher du bailleur et savoir si la transmission du bail sera possible. D'un point de vue des ressources humaines, nous avons constaté sur une période relativement récente qu'un certain nombre de cahiers des charges imposaient des choses qui n'étaient pas légales. Je pense notamment au transfert d'autorisation entre un établissement public et un établissement privé. Plus précisément, le transfert d'un établissement géré par une personne publique vers une personne privée. Dans le cahier des charges, certaines personnes publiques ont tendance à imposer la reprise de l'ensemble des agents publics, y compris des agents titulaires. Faites attention, car aujourd'hui, si le transfert de l'autorisation d'un établissement entraîne transfert des contrats de travail des salariés et entraîne transfert automatique des agents contractuels de droit public, il n'y a aucune automaticité aujourd'hui du transfert des agents titulaires de la fonction publique. Il ne faut donc pas, parce que c'est mentionné dans le cahier des charges, vous forcer à le proposer dans votre dossier de candidature. Il est possible de proposer une solution diplomatique, intermédiaire et légale. Vous pouvez par exemple réfléchir à une possible mise à disposition ou au détachement d'agents titulaires au sein de votre structure en vous ayant assuré au préalable que cette mise à disposition ou ce détachement est légal. Faites attention en fonction du volet de la fonction publique concernée, fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, les conditions de mise à disposition et de détachement varient. Faites également attention en fonction de la nature de votre structure, association, reconnue d'utilité publique ou non, fondation, structure à but lucratif, les conditions de mise à disposition et de détachement varient également. Enfin, dans le cadre des AMI, passer pour le transfert d'autorisation d'établissement, il n'est pas rare que l'un des motifs qui préside au transfert d'autorisation repose sur une gestion difficile d'un point de vue des financements de l'établissement. Les cahiers des charges sont relativement peu fournis en informations. Contrairement à la procédure d'appel à projet où les documents et les informations à transmettre en candidat sont globalement cadrés par le Code de l'action sociale et des familles, la communication des documents n'est pas cadrée dans le cadre des AMI. Ce qui fait qu'il n'est pas rare que des candidats sollicitent des informations sans obtenir de réponse. Il n'est donc pas rare que le candidat doive rédiger un dossier de candidature avec des informations relativement succinctes. Pour vous protéger, il est vivement conseillé de rédiger une convention de transfert. Cette convention de transfert permettra de définir les modalités de la reprise en gestion de l'établissement, s'il y a par exemple reprise d'agents, s'il y a également transfert d'un certain nombre de contrats,
contrat d'électricité, contrat d'abonnement Internet, etc. Mais surtout, cette convention de transfert permettra d'insérer des conditions suspensives pour vous protéger, eu égard au caractère lacunaire des informations dont vous disposez. Enfin, je souhaiterais terminer ce webinaire pour éveiller votre vigilance sur un certain nombre d'enjeux contentieux entourant aujourd'hui la procédure d'appel à projet et d'appel à manifestation d'intérêt. Il y a aujourd'hui, à mon sens, des risques de requalification de certains appels à projet ou AMI en marché public. Je m'explique. La différence aujourd'hui entre un marché public et un appel à projet ou un AMI repose sur la personne à l'initiative du projet. En droit, lorsque la personne publique est à l'initiative du projet, c'est-à-dire lorsqu'elle a identifié non seulement un besoin à satisfaire, mais les modalités pour satisfaire à ce besoin, nous sommes dans une initiative publique. Il y a donc recours obligatoire au marché public. Dans le cadre d'un marché public, les entreprises candidates ne se positionnent qu'en qualité de prestataire de services proposant un dossier de candidature répondant point par point au cahier des charges. Dans le cadre d'un appel à projet et d'un appel à manifestation d'intérêt, la personne publique n'est pas à l'initiative du projet. Elle est à l'initiative de la procédure d'appel à projet et d'AMI. Elle ne fait qu'émettre l'identification d'un besoin. En revanche, elle n'indique pas les modalités techniques, matérielles exactes pour répondre à ce besoin. L'initiative doit rester au candidat. L'initiative de la définition de la manière de satisfaire à ce besoin doit rester dans les mains du candidat. Or, en pratique, on se rend compte, et c'est surtout vrai pour les appels à projets, que certains cahiers des charges sont relativement extrêmement précis, extrêmement contraignants. À mon sens, des cahiers des charges d'appel à projet trop précis, trop contraignants, encourent une requalification par le juge en marché public. Si, en cas de non-respect de la procédure applicable, c'est la personne publique qui sera condamnée, si vous avez été le candidat sélectionné, cette reconnaissance a posteriori en marché public peut avoir des conséquences pour vous, puisque, en cas de procédure irrégulière, l'autorisation dont vous avez bénéficié peut tomber. Il y a également un risque aujourd'hui, à mon sens, de requalification de certains AMI en appel à projet. Je m'explique. Je vous ai expliqué au début de ce webinaire que l'appel à projet débouche sur la délivrance d'une autorisation, que les AMI aujourd'hui ne débouchent pas sur une autorisation, mais qu'elles s'appuient sur des gestionnaires d'ores et déjà sur place, d'ores et déjà autorisés. Toutefois, il y a, à mon sens, et c'est vrai notamment sur les services, pas sur les établissements, une ambiguïté sur la notion de création de services sociaux et médico-social. Lorsque vous créez un service médico-social, vous devez passer par un appel à projet et obtenir une autorisation. Or, certains appels à manifestation d'intérêt conduisent en réalité à la création de services. Certes, elles s'appuient sur des gestionnaires d'ores et déjà en place, mais in fine, il s'agit ni plus ni moins de création de services à caractère social et médico-social. Je pense notamment au PCPE sur le volet handicap, mais c'est également le cas sur les plateformes répit qui, en réalité, même si elles offrent une nouvelle dynamique, une nouvelle forme de coopération, une nouvelle synergie entre acteurs, conduisent en réalité, ni plus ni moins, à de la création de services. Et en ce sens, les risques ne sont pas à exclure de requalification de certains appels à manifestation d'intérêt en appel à projet. Là encore, même si c'est la personne publique qui sera sanctionnée pour ne pas avoir respecté la procédure, en tant que gestionnaire, si vous avez été candidat retenu dans le cadre d'un AMI, la requalification n'est pas neutre pour vous puisque la convention de financement qui a été conclue peut être remise en cause. Il y a également un risque, à mon sens, de requalification de certains projets financés par AMI en ESMS. Là encore, je m'explique. Dans le cadre des AMI qui conduisent à l'octroi de financement public, ces AMI ne doivent normalement pas déboucher sur la création d'établissements, puisque la création d'établissements repose sur la procédure d'appel à projet. Mais, et c'est surtout vrai sur le
volet logement inclusif, il y a certains projets déposés par des gestionnaires qui consistent à avoir un projet de location, mais où le bailleur est en réalité déjà gestionnaire d'établissements sociaux et médico-social, avec une configuration, avec des logements proches des uns des autres, voire même présents sur le même étage, avec des salles communes, avec des présences très fortes de services médico-sociaux, voire même des boîtiers d'astreinte la nuit. Tout cela constitue un faisceau d'indices qui pourrait conduire un jour le juge à considérer que le dispositif mis en place n'est en réalité qu'un établissement social et médico-social qui n'en porte pas le nom. Faites attention, la création d'un établissement social et médico-social sans autorisation préalable fait l'objet de sanctions, d'une amende, d'une peine d'emprisonnement et voire même d'une peine complémentaire conduisant à l'interdiction de gestion d'un établissement social et médico-social. Vous trouverez les sanctions à l'article 313-22 du Code de l'action sociale et des familles. D'un point de vue contentieux, il n'est pas non plus à exclure le possible recours du candidat évincé. Je m'explique. Lorsque vous avez candidaté à un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt, que votre candidature n'a pas été retenue, mais que vous estimez soit que le cahier des charges était fait sur mesure pour convenir à un projet déposé par un gestionnaire bien connu du secteur, ou parce que vous estimez que la procédure n'a pas été menée avec équité et en toute transparence, il vous est possible de contester cette procédure. Dans le cadre d'un appel à projet, il faudra alors contester l'arrêté d'autorisation. Faites attention, les délais en droit administratif sont relativement contraints. Il vous faudra réagir vite puisque vous disposez de 2 mois à compter de la publication de l'arrêté pour envisager un contentieux, pour déposer un contentieux devant le juge administratif. Vous pouvez également procéder par voie de référé. Enfin, pour terminer ce webinaire, je voulais attirer votre attention sur un certain nombre de points qui, aujourd'hui, me poussent à penser que l'eurocompatibilité de certains appels à projets et certains appels à manifestation d'intérêt pourrait être dénoncée. Je m'explique. La procédure d'appel à projet aujourd'hui, elle permet une mise en conformité avec la directive service, la directive Bolkestein, qui instaure une libre concurrence des prestataires de services. Les gestionnaires à caractère social et médico-social sont exclus de cette directive service par le prisme de l'autorisation qui constitue un mandat au niveau du droit de l'Union européenne. Toutefois, à mon sens, la procédure d'appel à projet est encore l'eurocompatibilité de la procédure d'appel à projet est encore perfectible, puisqu'à mon sens, si un appel à projet est réalisé pour la délivrance de l'autorisation, c'est une procédure d'appel à projet qui devrait également être systématiquement mise en place en cas de transfert d'autorisation de gestion. C'est-à-dire qu'à mon sens, pour être totalement eurocompatible, ce n'est pas un appel à manifestation d'intérêt qui devrait être lancé, mais un appel à projet mené par la personne publique et pas par le gestionnaire en place. J'espère que ce webinaire aura répondu à plusieurs de vos interrogations. Je reviens vers vous dans quelques minutes pour répondre aux questions. Alors, j'ai pris connaissance de vos nombreuses questions. L'un des participants m'interrogeait sur la portée juridique des labels qui peuvent être, délivrés par les personnes publiques. Alors, pour moi, ce label, juridiquement, ne vaut pas autorisation. À mon sens, la notion des labels ne vaut que reconnaissance de la qualité d'un projet, de la nature des prestations mises en œuvre. Mais juridiquement, il ne vaut pas autorisation. Il n'est pas d'ailleurs juridiquement défini. La notion de label n'est pas une notion juridiquement tangible. Pour moi, il ne fait que reconnaître l'expérience ou la qualité de la prise en charge. J'ai également été interrogée sur la légalité d'imposer un retour de candidature en pleine période estivale. Alors, même si j'en conviens tout à fait, il n'est pas pratique pour les gestionnaires et difficilement
préparable à un dossier de candidature en pleine période estivale, notamment eu égard à la quantité des documents et de la précision des informations qu'il faut mettre dans ces dossiers de candidature. Mais aujourd'hui, le fait de demander une réponse en plein mois d'août n'est pas unique, n'est pas en ce sens légalement répréhensible, dès lors que la procédure a respecté le principe de transparence, d'égalité de traitement. Ensuite, j'ai une question concernant l'avis de mise en concurrence et la nature de cet avis de mise en concurrence. Eh bien, là encore, appel à manifestation d'intérêt, appel à candidature, avis de mise en concurrence. Pour moi, ces termes-là sont synonymes puisque juridiquement non définis et utilisés des fois de manière indifférente. Donc, il n'y a derrière cet avis de mise en concurrence pas de définition juridique distincte. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Un questionnaire va prochainement s'afficher sur vos écrans et je vous invite à y répondre. J'en profite également de ce webinaire pour vous informer que le 16 septembre prochain, le cabinet propose un nouveau webinaire sur le thème des CPOM entre pragmatisme et contrainte. J'espère que ce prochain webinaire pourra également vous intéresser et répondre à vos problématiques du terrain. Je vous souhaite une agréable journée et à très vite.